Dans les brumes oppressantes du delta du Mékong, une femme de 40 ans dirigeait une armée de fantômes. Elle surgissait des rizières à la tombée de la nuit, leurs longs cheveux noirs flottant comme des bannières de guerre, semant la terreur parmi les soldats américains qui les surnommaient l'armée aux cheveux longs. Cette femme n'était pas une légende. Elle était Nguyen Thi Dinh, et elle était devenue la première générale de l'histoire du Vietnam. Maintenant, avant d'entrer dans cette histoire qui va vous glacer le sang, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez découvrir sur cette femme extraordinaire va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre du Vietnam. En cette année 1960, la province de Ben Tre, nichée dans le delta du Mékong au sud du Vietnam, respirait encore l'oppression coloniale. Les rivières serpentaient entre des rizières verdoyantes où la misère côtoyait une beauté sauvage. Chaque méandre du fleuve dessinait des îles artificielles où s'accrochaient des villages de pêcheurs aux maisons sur pilotis, reliés entre eux par un réseau complexe de canaux et de ponts de bambou qui constituaient les artères vitales de cette région amphibie. Les paysans courbaient l'échine sous le joug d'un système féodal que les Français avaient maintenu et que les Américains perpétuaient désormais à travers leurs marionnettes, le président Ngo Dinh Diem. Dans les marchés flottants qui se formaient chaque matin sur les cours d'eau principaux, les femmes vendaient leurs maigres récoltes sous le regard vigilant de policiers corrompus qui prélevaient leur tribut sur chaque transaction. L'odeur du nuoc mam fermenté se mêlait à celle de la boue des rizières et à l'encens qui brûlait dans les temples ancestraux, créant cette atmosphère unique du delta où se mélangeaient tradition millénaire et oppression moderne. La société vietnamienne de cette époque enfermait les femmes dans un carcan social d'une rigidité extrême. Selon les préceptes confucéens qui régissaient encore largement les mentalités, une femme devait obéissance à son père, puis à son mari, puis à son fils aîné. Elle n'existait socialement qu'à travers les hommes de sa famille. Cette invisibilité forcée, qui révoltait tant les esprits progressistes, allait paradoxalement devenir l'atout majeur de la révolution vietnamienne. Dans cette région marécageuse, où chaque île formée par les méandres des cours d'eau abritait des villages de pêcheurs et d'agriculteurs, la résistance couvait comme un feu sous la cendre. Les femmes, traditionnellement reléguées au silence et à l'invisibilité, commençaient à lever la tête. Les réunions clandestines se tenaient souvent dans les cuisines communes, camouflées sous l'apparence de corvées collectives de préparation des repas. Les messages révolutionnaires circulaient, dissimulés dans les paniers de légumes que les marchands transportaient de village en village. Les autorités coloniales, puis gouvernementales, ne se méfiaient pas de ces rassemblements féminins qu'elles considéraient comme de simples bavardages sans importance politique. Cette condescendance masculine allait leur coûter cher, car derrière ces conversations apparemment anodines sur la cuisine et l'éducation des enfants se tramait une révolution d'une ampleur que personne ne soupçonnait. La maison familiale des Nguyen, construite sur pilotis comme toutes les habitations du delta, se dressait modestement près du village de Luong Hoa. Ses murs de torchis et son toit de chaume témoignaient de la pauvreté de ses occupants, mais aussi de leur intégration parfaite dans l'écosystème du delta. C'était là que vivait une jeune femme qui allait transformer à jamais le visage de la guerre moderne. Nguyen Thi Dinh n'avait pas encore 40 ans, mais son regard portait déjà le poids de tragédies qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Ses mains, abîmées par les travaux des champs et marquées par les cicatrices des fers que lui avaient fait porter les geôliers français, racontaient une histoire de souffrance et de résistance. Elle avait perdu son mari, exécuté par les Français dans les geôles de Con Chau, cette île-prison où l'administration coloniale envoyait les révolutionnaires pour qu'ils y pourrissent lentement dans des conditions inhumaines. Elle avait connu elle-même les prisons coloniales, les interrogatoires menés à coups de matraque et d'humiliation, la séparation d'avec son enfant nouveau-né qu'on lui avait arraché des bras pour l'emprisonner. Mais au lieu de la briser, chaque épreuve avait forgé en elle une détermination d'acier qui impressionnait jusqu'à ses compagnons de lutte masculins. Les habitants de Ben Tre l'appelaient respectueusement Ba Dinh, Mère Dinh, un titre qui dans la culture vietnamienne témoignait à la fois de l'affection
et de la vénération. Car cette femme menue, aux traits fins sculptés par les privations et au sourire rare mais lumineux, cachait sous son aodaï traditionnel une âme de guerrière que même les généraux américains allaient apprendre à redouter. Dans les conversations à voix basse qui animaient les soirées du Delta, on racontait déjà des histoires sur Bajin. On disait qu'elle connaissait par cœur tous les canaux secrets du Mékong, qu'elle pouvait disparaître dans les mangroves comme un esprit de la forêt, qu'elle avait appris à fabriquer des explosifs avec des produits ménagers. Ces rumeurs, mi-admiratives, mi-craintives, commençaient à forger autour d'elle une aura légendaire qui dépassait les frontières de sa province natale. Le 15 janvier 1960, avant l'aube, un événement allait secouer les fondements du conflit vietnamien et révéler au monde l'existence d'un type de guerre totalement inédit. Dans l'obscurité pré-aurore du Delta, alors que les brumes matinales enveloppaient encore les rizières d'un voile fantomatique et que résonnaient les premiers chants des coqs, Bajin donna le signal d'une insurrection qui allait stupéfier les observateurs militaires du monde entier. L'opération avait été préparée dans le secret le plus absolu avec une minutie digne des plus grands états-majors. Pendant des mois, des femmes de tous âges avaient convergé vers la région de Ben Tre selon un plan d'infiltration d'une sophistication remarquable. Officiellement, elles venaient visiter de la famille éloignée, assister à des mariages traditionnels qui duraient plusieurs jours, participer aux récoltes saisonnières qui nécessitaient une main-d'œuvre supplémentaire temporaire. En réalité, elles constituaient une armée clandestine d'un genre totalement inédit dans l'histoire militaire moderne. Ces femmes provenaient de tous les milieux sociaux du Sud-Vietnam. On y trouvait des paysannes illettrées, dont les mains calleuses témoignaient de décennies de labeur dans les rizières, mais aussi des institutrices formées dans les écoles françaises qui parlaient couramment plusieurs langues européennes. Des mères de familles nombreuses côtoyaient des veuves de guerre qui avaient perdu leur mari dans la lutte contre l'occupation française. Des adolescentes à peine sorties de l'enfance s'entraînaient aux côtés de grands-mères aux cheveux blancs qui avaient connu l'époque de l'empereur Bao Jai. Ce qui les unissait toutes, par-delà les différences d'âge, de classe sociale ou de niveau d'éducation, c'était une rage silencieuse contre l'occupation qui couvait depuis des générations. Chacune portait en elle l'histoire des humiliations subies, des proches disparus, des enfants arrachés à leur famille pour être envoyés dans les plantations coloniales. Cette douleur collective, Bajin l'avait transformée en force révolutionnaire. Le plan qu'elle avait conçu était d'une simplicité terrifiante qui révélait son génie tactique. Au lieu d'attaquer frontalement les postes militaires du régime de Saïgon selon les méthodes classiques de la guérilla, ces combattantes allaient les encercler et les assiéger jusqu'à ce qu'ils se rendent. Mais la méthode qu'elle employa fit frémir d'horreur les observateurs militaires. Elle transforma les traditions vietnamiennes millénaires en armes psychologiques d'une efficacité redoutable. L'innovation de Bajin résidait dans sa compréhension profonde de la psychologie masculine vietnamienne. Elle avait identifié le talon d'Achille de tous les soldats sud-vietnamiens, leur attachement viscéral aux valeurs familiales traditionnelles qui leur interdisait de lever la main sur une figure maternelle. En transformant ces combattantes en incarnation de la mère vietnamienne souffrante, elle les rendait moralement intouchables aux yeux de leurs adversaires. À 4 heures du matin précisément, quand la rosée perlait encore sur les feuilles de lotus, et que les premiers rayons du soleil commençaient à percer la brume matinale, les habitants des villages entourant les bases gouvernementales furent réveillés par un son qui glaça le sang des soldats sud-vietnamiens. Des centaines de femmes, vêtues de blanc immaculé comme pour un deuil traditionnel, avançaient vers les fortifications en entonnant des lamentations funèbres d'une mélancolie déchirante. Leurs cheveux dénoués flottaient dans la brume matinale comme des étendards de guerre, et leurs chants funèbres résonnaient comme une malédiction ancestrale qui semblait remonter des profondeurs de l'histoire vietnamienne. Elles portaient des portraits de leurs maris, frères et fils morts dans les guerres successives, transformant leur marche en procession expiatoire d'une puissance émotionnelle écrasante. Les soldats du gouvernement de Diem, déjà nerveux à l'idée d'affronter des terroristes communistes,
se retrouvèrent face à un spectacle qui défiait toute leur catégorie mentale. Comment tirer sur ces femmes en deuil qui ressemblaient trait pour trait à leur propre mère, sœur et épouse? Comment lever la main sur celles qui incarnaient tout ce qu'ils étaient censés protéger? Comment répondre par la violence à cette douleur maternelle qui interpellait directement leur conscience filiale? Le premier poste à tomber fut celui de Mo Kai, une position stratégique qui contrôlait l'accès à plusieurs canaux importants du delta. Les femmes l'entourèrent complètement, plantant leurs tentes tout autour des barbelés dans un ordre parfait qui témoignait d'une organisation militaire rigoureuse. Jour et nuit, elles maintinrent leur veillée funèbre, chantant les noms des morts de la guerre d'Indochine, récitant les souffrances endurées sous la colonisation française, énumérant les injustices subies par le peuple vietnamien depuis des générations. Quand les soldats tentaient des sorties pour briser l'encerclement, elles se contentaient de s'écarter en silence, puis refermaient immédiatement le cercle derrière eux avec une discipline qui impressionnait les observateurs. Aucune violence, aucune provocation, mais une pression psychologique constante qui usait les nerfs des assiégés plus sûrement que des bombardements d'artillerie. Au bout de 3 jours d'un siège d'un type totalement inédit, les défenseurs, épuisés psychologiquement et coupés de tout ravitaillement, hissèrent le drapeau blanc. Mais ce qui se passa ensuite stupéfia les témoins et révéla toute la sophistication de la méthode développée par Ba Jin. Au lieu d'exécuter les prisonniers comme on s'y attendait selon les usages habituels de la guerre, elle les fit asseoir en cercle et organisa ce qu'elle appelait une séance de rééducation révolutionnaire. L'écho de l'insurrection de Bentre résonna bien au-delà des frontières du delta du Mékong, propageant ses ondes de choc jusqu'au plus haut sommet du pouvoir américain. Dans les salles feutrées du Pentagone, où des généraux étoilés pianotaient nerveusement sur des tables d'acajou centenaires, l'incompréhension le disputait à l'effroi. Des hommes qui avaient dirigé les débarquements de Normandie et survécu aux hivers coréens découvraient avec stupeur les rapports de leurs conseillers militaires au Sud-Vietnam. Une femme et son armée de paysannes venaient de mettre en échec des tactiques militaires occidentales éprouvées depuis des siècles. Le général Edward Lonsdale, expert reconnu en guerre psychologique et conseiller spécial du président américain pour l'Asie du Sud-Est, ne parvenait pas à comprendre ce phénomène qui défigurait tous ces modèles stratégiques soigneusement élaborés au cours de décennies de conflits conventionnels. Dans ses câbles classifiés envoyés quotidiennement à Washington, il décrivait avec une fascination mêlée d'effroi cette guerre des femmes qui bouleversait toutes ses certitudes militaires. « Nous ne combattons pas une armée », écrivait-il dans un rapport marqué du sceau « Top Secret ». Nous affrontons une culture entière qui s'est transformée en machine de guerre d'une efficacité que nous n'avions jamais imaginée. Les analystes de la CIA, habitués à décortiquer les motivations d'adversaires masculins mus par des ambitions politiques rationnelles, se trouvaient complètement désarçonnés face à cette révolution qui puisait ses forces dans les tréfonds de l'âme vietnamienne. Leur grille d'analyse, conçue pour comprendre les mouvements révolutionnaires classiques dirigés par des hommes selon des schémas idéologiques européens, s'avérait totalement inadaptée pour saisir cette insurrection qui transformait la maternité en force subversive. Les services de renseignement américains lancèrent alors une enquête d'envergure sans précédent sur cette Nguyen Thi Dinh, qui semait la panique dans leurs rangs et remettait en cause tous leurs présupposés stratégiques. Ce qu'ils découvrirent les glaça d'effroi et les contraignit à réviser entièrement leur compréhension du conflit vietnamien. Cette femme n'était pas une fanatique aveugle manipulée par des idéologues communistes, ni une aventurière en quête de gloire personnelle, comme il l'avait d'abord supposé. Elle était le produit logique et inévitable d'un système d'oppression qui avait forgé en elle une détermination absolue. Son parcours, reconstitué pièce par les enquêteurs américains à partir de témoignages fragmentaires et de documents épars, révélait l'extraordinaire itinéraire d'une femme que l'histoire avait transformée en révolutionnaire malgré elle. Née le 15 mars 1920 dans une famille de paysans pauvres du delta du Mékong,
Elle avait grandi dans un Vietnam écrasé sous le joug colonial français, où l'injustice sociale était érigée en système de gouvernement. Sa jeunesse s'était déroulée dans ce monde rural vietnamien où les traditions millénaires se heurtaient violemment aux transformations imposées par la colonisation. Les Français avaient bouleversé l'économie traditionnelle du Delta en introduisant des cultures d'exportation qui enrichissaient les colons au détriment des paysans autochtones. Les rizières ancestrales étaient transformées en plantations d'EVA destinées à alimenter l'industrie automobile européenne, privant les familles paysannes de leurs moyens de subsistance traditionnels. À 16 ans, elle était déjà membre d'organisations révolutionnaires clandestines qui proliféraient dans les campagnes vietnamiennes comme une réaction naturelle à l'oppression coloniale. Ces groupes, dirigés principalement par de jeunes intellectuels formés dans les écoles françaises, mais révoltés par les contradictions du système colonial, initiaient les paysans aux idées révolutionnaires venues d'Europe et adaptées au contexte asiatique. En 1938, à peine majeure selon les critères de l'époque, elle avait rejoint le Parti communiste indo-chinois nouvellement créé et épousé Nguyen Van Bich, un militant actif de la résistance dont l'engagement politique compensait la modestie des origines sociales. Leur mariage, célébré selon les rites traditionnels vietnamiens dans la maison familiale décorée de fleurs de lotus et de branches de bambou, symbolisait l'union de l'amour personnel et de l'engagement révolutionnaire qui caractérisait cette génération de militants. Leur bonheur conjugal avait été de courte durée, brutalement interrompu par la répression coloniale qui s'abattait aveuglément sur tous ceux qui osaient contester l'ordre établi. 3 jours seulement après la naissance de leur fils, en octobre 1939, alors que la jeune mère se remettait encore des couches dans leur modeste maison aux murs de torchis, la police secrète française avait fait irruption au petit matin. Bic fut arrêté sous les yeux de sa femme et de son nouveau-né, embarqué sans ménagement vers une destination inconnue qui s'avérerait définitive. Ba Dinh ne le reverrait jamais vivant. Son mari fut déporté vers le bagne de Con Dao, cette île prison au large des côtes vietnamiennes où l'administration coloniale française avait établi un camp de concentration d'une cruauté raffinée. Les conditions de détention y étaient si effroyables que les prisonniers, entassés dans des cachots souterrains infestés de rats et privés de soins médicaux, préféraient souvent se suicider plutôt que d'y pourrir lentement dans l'indifférence générale. En 1940, Ba Dinh fut à son tour arrêté dans le cadre d'une vague de répression qui visa tous les membres connus ou supposés du Parti communiste indo-chinois. Elle fut emprisonnée à Bara, un camp de détention pour femmes d'une cruauté inouïe, où l'administration pénitentiaire française avait concentré toutes les détenues politiques du Sud-Vietnam. Elle y passa 3 années qui la marquèrent à vie, séparée de son enfant en bas âge qu'elle avait dû confier à sa belle-mère, subissant quotidiennement interrogatoires, tortures psychologiques et privations alimentaires calculées pour briser la résistance des prisonnières. Mais au lieu de la briser, cette épreuve la transforma en une révolutionnaire absolue dont la détermination impressionnait même les gardiens les plus endurcis. Dans sa cellule humide et surpeuplée, elle étudiait secrètement les textes de Marx et Lénine que d'autres détenus avaient réussi à faire passer clandestinement et qu'elle recopiait laborieusement sur des lambeaux de tissu arrachés à leurs vêtements. Elle apprenait aussi, auprès de compagnes de captivité plus expérimentées, les techniques de guérilla, les méthodes de fabrication d'explosifs artisanaux, l'art de la clandestinité qui lui servirait plus tard dans sa carrière révolutionnaire. La prison était devenue son université révolutionnaire, un lieu de formation politique et militaire d'une intensité que n'égalait aucune des écoles de cadres officiels du mouvement communiste. Au contact de femmes venues de tout le Vietnam et représentant tous les milieux sociaux unis dans la résistance à l'oppression, elle développa une vision globale de la révolution vietnamienne qui dépassait les clivages régionaux et sociaux traditionnels. Quand elle sortit de prison en 1943, Ba Dinh était devenue une autre femme, transformée par 3 années de souffrances partagées et de réflexion politique intensive.
La jeune mère traumatisée avait laissé place à une stratège impitoyable qui avait mûri une vision révolutionnaire d'une sophistication remarquable. Elle avait compris que la révolution exigeait des sacrifices absolus et elle était désormais prête à les consentir tous, y compris celui de son bonheur personnel et de sa vie familiale. Au début de l'année 1961, les services de renseignement américains commencèrent à recevoir des rapports de plus en plus inquiétants de leurs agents infiltrés au Sud-Vietnam. L'insurrection déclenchée par Ba Jin ne s'était pas essoufflée après sa victoire initiale, comme l'avaient espéré les stratèges du Pentagone. Au contraire, elle s'étendait comme une épidémie révolutionnaire à travers tout le delta du Mékong, contaminant province après province selon un modèle de propagation que les experts américains en contre-insurrection n'arrivaient pas à endiguer. Le phénomène prenait une ampleur que personne n'avait anticipée, pas même Ba Jin elle-même qui découvrait avec stupéfaction l'effet multiplicateur de ces méthodes. Les femmes du Sud-Vietnam, inspirées par l'exemple de l'armée aux cheveux longs, organisaient spontanément leurs propres cellules de résistance selon les principes qu'elle avait développés. Des réseaux clandestins féminins se constituaient dans les villages les plus reculés, les marchés urbains, les écoles rurales, créant une toile d'araignée révolutionnaire d'une densité inédite. Ces femmes utilisaient leurs activités quotidiennes, cuisine communautaire, couture collective, commerce de produits agricoles, soins aux enfants et aux malades, comme couverture naturelle pour des activités révolutionnaires d'une sophistication croissante. Une réunion de mères de famille pour organiser la fête de l'école du village devenait le prétexte à la planification d'un sabotage de pont stratégique. Une corvée collective de préparation des conserves pour la saison sèche servait à dissimuler la fabrication d'explosifs artisanaux. Un pèlerinage traditionnel vers un temple ancestral permettait de transporter des armes d'une province à l'autre sans éveiller les soupçons. Les autorités sud-vietnamiennes et leurs conseillers américains se trouvaient face à un dilemme insoluble qui révélait les limites de leurs conceptions militaires occidentales. Comment réprimer une insurrection qui se cachait derrière le visage de la maternité vietnamienne? Comment arrêter des suspects qui pouvaient être indifféremment des grands-mères vendant des légumes au marché ou des institutrices enseignant l'alphabet aux enfants? Comment distinguer les activités subversives des gestes quotidiens de la vie féminine vietnamienne? Cette invisibilité stratégique était précisément le génie de Ba Jin. Elle avait transformé l'oppression traditionnelle des femmes vietnamiennes en atout révolutionnaire majeur. Leur exclusion séculaire de la sphère politique officielle les rendait insoupçonnables aux yeux d'un appareil répressif exclusivement masculin qui ne concevait pas qu'elle puisse constituer une menace sérieuse pour l'ordre établi. Ba Jin avait métamorphosé sa méthode en véritable doctrine militaire qu'elle enseignait désormais à des cadres venus de tout le Sud-Vietnam dans des conditions de clandestinité extrême. Dans des camps d'entraînement secrets soigneusement dissimulés, au cœur des mangroves impénétrables du delta, où les moustiques et la boue constituaient une protection naturelle contre les intrusions, elle formait méthodiquement ses générales aux cheveux longs aux techniques de la guerre révolutionnaire féminine. Ces bases clandestines, construites sur des îlots artificiels accessibles seulement par des canaux secrets connus des seuls pêcheurs locaux acquis à la cause révolutionnaire, abritaient des installations d'entraînement d'une sophistication remarquable. Des baraquements camouflés sous la végétation tropicale servaient de salles de cours où s'enseignaient simultanément la théorie politique marxiste et les techniques pratiques de sabotage. Des terrains d'exercice improvisés permettaient l'apprentissage du maniement des armes et des mouvements tactiques adaptés aux spécificités du terrain deltaïque. Le programme de formation développé par Ba Jin était d'une sophistication qui impressionnait même les observateurs militaires professionnels qui eurent l'occasion d'en prendre connaissance par la suite. Les recrues apprenaient d'abord les bases de la guérilla classique. Maniement de tous les types d'armes disponibles, depuis le fusil de chasse artisanal jusqu'aux armes automatiques récupérées sur l'ennemi, fabrication d'explosifs avec des produits chimiques détournés de leur usage domestique, techniques de sabotage des infrastructures de transport et de communication. Mais Ba Jin y ajoutait des enseignements révolutionnaires qui n'existaient dans aucune autre école militaire au monde,
Comment utiliser les codes sociaux traditionnels pour déstabiliser l'ennemi? Comment transformer les rituels féminins ancestraux en armes psychologiques? Comment exploiter la culpabilité masculine profondément enracinée dans une société patriarcale? Comment retourner l'oppression séculaire des femmes en force subversive irrésistible? Les cours théoriques alternaient avec des exercices pratiques d'un réalisme saisissant. Les stagiaires s'entraînaient à jouer différents rôles sociaux. Marchandes de légumes, sages-femmes traditionnelles, pleureuses professionnelles pour les funérailles, qui leur permettraient d'opérer en territoire ennemi sans éveiller les soupçons. Elles apprenaient à dissimuler des armes dans des paniers de provisions, à communiquer par des signaux codés intégrés dans les champs traditionnels, à organiser des réseaux de renseignements basés sur les commérages féminins. Les résultats dépassaient toutes les espérances et semaient la panique dans les états-majors occidentaux. Les femmes formées par Bajin retournaient dans leur région d'origine et y déclenchaient leur propre soulèvement selon une méthodologie désormais éprouvée. En quelques mois, plus de 30 provinces du Sud-Vietnam connurent des insurrections dirigées par des femmes, selon les méthodes enseignées à Ben Tre, créant un front révolutionnaire d'une ampleur géographique inédite. Ce qui terrifiait le plus les stratèges américains, habitués au schéma classique de la guerre conventionnelle, c'était l'efficacité redoutable de ces nouvelles formes de combat qui défigassaient leur modèle théorique. Les statistiques étaient éloquentes. Les guerrières aux cheveux longs causaient proportionnellement plus de pertes aux forces gouvernementales que les unités masculines aguerries du Viet Cong. Mais surtout, elles provoquaient un effritement moral catastrophique dans les rangs de l'armée sud-vietnamienne qui menaçait l'ensemble de l'édifice militaire occidental. L'année 1965 marqua un tournant décisif dans l'escalade du conflit vietnamien, transformant ce qui était encore officiellement présenté comme une assistance technique américaine en guerre ouverte d'une ampleur qui allait dépasser tous les conflits précédents. Le président américain Lyndon Johnson, pressé par ses conseillers militaires et confronté à la détérioration rapide de la situation stratégique au Sud-Vietnam, venait d'engager les premiers contingents massifs de Marines américains, brisant le tabou de l'intervention directe qui avait jusqu'alors limité la présence militaire occidentale. Cette décision historique, prise dans les bureaux feutrés de la Maison-Blanche après des débats houleux qui avaient divisé l'administration américaine, transformait officiellement le Vietnam en champ de bataille principal de la guerre froide. Mais ce que les stratèges du Pentagone, confiants dans leur supériorité technologique et leur expérience des conflits mondiaux précédents, n'avaient pas anticipé, c'est qu'ils allaient se retrouver face à un adversaire d'un genre totalement inédit qui allait bouleverser toute leur certitude militaire. Bajin, désormais officiellement promu au rang de commandant adjoint de l'armée de libération du Sud-Vietnam, lors d'une cérémonie secrète qui rassembla tous les dirigeants de la résistance dans une base clandestine du Delta, dirigeait une force de combat qui stupéfiait les observateurs militaires internationaux et remettait en cause tous les manuels de stratégie occidentaux. Son armée aux cheveux longs comptait désormais plus de 50 000 combattantes officiellement recensées, réparties à travers tout le territoire sud-vietnamien selon un maillage géographique d'une densité remarquable, sans compter les dizaines de milliers de sympathisantes actives qui constituaient un réseau de soutien logistique et de renseignement d'une efficacité redoutable. Mais le plus déconcertant pour l'état-major américain, habitué aux structures militaires conventionnelles facilement identifiables, c'est que cette armée demeurait largement invisible aux yeux de leurs services de renseignement les plus sophistiqués. Comment repérer des guerrières qui se fondaient parfaitement dans la population civile avec une maîtrise du camouflage social qui dépassait toutes les techniques de dissimulation enseignées dans les écoles militaires occidentales? Comment identifier des combattantes qui portaient lao dai traditionnel la journée, en vaquant à leurs occupations domestiques et revêtaient l'uniforme de combat la nuit venue pour mener des opérations d'une précision chirurgicale? Les soldats américains, fraîchement débarqués d'un pays où les rôles de genre étaient strictement codifiés selon des modèles sociaux rigides hérités du XIXe siècle,
ne parvenait pas à concevoir qu'une mère de famille exemplaire puisse être simultanément une redoutable experte en explosifs capable de faire sauter un pont stratégique avec des moyens de fortune. Cette incompréhension culturelle, que Ba Jin exploitait méthodiquement, constituait l'une des failles majeures du dispositif militaire occidental au Vietnam. Les méthodes de Ba Jin évoluaient constamment pour s'adapter à la nature changeante du conflit et aux nouvelles menaces représentées par l'engagement massif des forces américaines. Avec l'arrivée de dizaines de milliers de GIs équipés des technologies militaires les plus avancées de l'époque, elle développa de nouvelles tactiques spécifiquement conçues pour déstabiliser ces soldats venus de l'autre bout du monde sans aucune connaissance de la culture vietnamienne. Elle avait entrepris une véritable étude anthropologique de la psychologie des GIs américains, analysant leurs correspondances interceptées, interrogeant les prisonniers capturés, observant leur comportement lors des permissions à Saïgon. Cette analyse minutieuse lui avait permis d'identifier leurs points faibles psychologiques, l'isolement culturel et linguistique, la nostalgie obsédante du pays natal, l'incompréhension totale des subtilités de la société vietnamienne, la culpabilité croissante face à un conflit dont ils ne saisissaient pas les enjeux réels. Ces combattantes apprirent à exploiter ces vulnérabilités avec une sophistication diabolique qui révélait le génie psychologique de leur commandante. Elles organisaient des « accidents » soigneusement orchestrés qui mettaient les soldats américains face à des situations moralement intenables. Que faire quand une vieille grand-mère, blessée dans un bombardement et couverte de sang, supplie en sanglotant qu'on l'aide à retrouver son petit-fils disparu dans les décombres? Comment réagir quand une jeune mère, son bébé affamé dans les bras, implore en pleurant qu'on la laisse passer un barrage militaire pour rejoindre l'hôpital où son époux se meurt? Ces mises en scène, d'un réalisme saisissant et jouées par des actrices consommées formées spécialement à cet effet, exploitaient la compassion naturelle des soldats ennemis, tout en récoltant des informations précieuses sur leurs dispositifs de sécurité. Ce que les GIs ne réalisaient souvent qu'après coup, quand il était trop tard, c'est que ces civils en détresse étaient en réalité des combattantes expérimentées qui profitaient de ces moments d'humanité pour récolter des renseignements stratégiques, déposer discrètement des mines artisanales ou préparer minutieusement des embuscades meurtrières. Ba Jin transformait ainsi la compassion naturelle des soldats ennemis en piège mortel, retournant leurs qualités humaines contre eux dans une guerre psychologique d'une cruauté raffinée. Cette instrumentalisation de l'empathie masculine constituait l'une des innovations les plus troublantes de sa méthode révolutionnaire. En 1965, elle fut officiellement élue présidente de l'Association de libération des femmes du Sud-Vietnam lors d'un congrès clandestin qui rassembla plus de 1000 délégués venus de tout le territoire insurgé. Cette organisation, qui regroupait théoriquement toutes les femmes opposées au régime de Saïgon, était en réalité une structure militaire parallèle parfaitement organisée qui permettait de coordonner les actions de guérilla féminine à l'échelle nationale avec une efficacité logistique remarquable. Ho Chi Minh lui-même, le leader charismatique de la révolution vietnamienne, avait personnellement surnommé ses combattantes les guerrières aux cheveux longs, lors d'une rencontre secrète dans une base du Nord-Vietnam. Ce titre, qui reflétait à la fois l'affection paternelle du « père de l'indépendance » et sa reconnaissance de leur efficacité militaire exceptionnelle, devint rapidement leur nom de guerre officiel. Dans les cercles dirigeants nord-vietnamiens, on commençait à parler de Ba Jin comme de la Jeanne d'Arc vietnamienne. Une comparaison qui en disait long sur le respect qu'elle inspirait à ses alliés masculins traditionnellement peu enclins à reconnaître le leadership féminin. Mais c'est aussi à cette époque que commencèrent à circuler dans les cantonnements américains les premières rumeurs troublantes sur les méthodes extrêmes employées par l'armée aux cheveux longs. Des témoignages fragmentaires et souvent contradictoires parvenaient aux oreilles des journalistes occidentaux présents au Vietnam, alimentant une légende noire qui dépassait largement la réalité des faits, mais contribuait à l'efficacité psychologique de cette force révolutionnaire.
Des soldats américains survivants d'embuscades racontaient des histoires terrifiantes de combats contre des adversaires qui semblaient insensibles à la douleur physique, capables de continuer à se battre même gravement blessés, animés d'une détermination qui défiait tous les instincts de conservation. Ces récits, souvent confus et déformés par le traumatisme du combat, alimentaient une mythologie guerrière autour de Bajin et de ses guerrières qui servaient leurs intérêts stratégiques. Certains GIs, dans leurs lettres censurées envoyées aux familles restées en Amérique, prétendaient qu'elles se droguaient avant les combats avec des substances hallucinogènes traditionnelles pour ne pas ressentir la peur ni la souffrance physique. D'autres affirmaient qu'elles subissaient un conditionnement psychologique si intense dans leur camp d'entraînement qu'elles perdaient tout instinct de conservation individuelle au profit d'une détermination collective fanatique. Les plus superstitieux murmuraient qu'elles pratiquaient d'anciens rituels animistes vietnamiens qui les rendaient magiquement invulnérables aux balles occidentales. La vérité était à la fois plus simple et plus troublante que ces fantasmes de soldats traumatisés. Bajin avait effectivement développé un système d'entraînement psychologique d'une efficacité redoutable, mais celui-ci s'appuyait sur des ressorts parfaitement rationnels, basés sur la transformation de la douleur personnelle en rage révolutionnaire canalisée. Ces combattantes apprenaient à puiser dans leurs traumatismes individuels. Viols subis pendant les interrogatoires, tortures endurées dans les prisons gouvernementales, morts violentes de proches, pour devenir des machines de guerre d'une détermination que n'égalait aucune motivation idéologique abstraite. Si tu ressens déjà des frissons en entendant ces révélations sur les méthodes de cette femme extraordinaire, n'hésite pas à liker cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces techniques révolutionnaires qui ont changé la face de la guerre moderne. Car ce que nous venons de découvrir n'est rien comparé à ce qui va suivre. L'année 1968 allait révéler au monde entier la véritable ampleur du génie militaire de Bajin et marquer l'apogée de sa carrière révolutionnaire. Pendant que les généraux américains, confiants dans leur supériorité technologique écrasante, se concentraient sur les grandes batailles conventionnelles contre l'armée nord-vietnamienne dans les zones frontalières du Nord, elle préparait dans l'ombre des deltas du Sud l'opération qui allait changer définitivement le cours de la guerre du Vietnam et ébranler l'opinion publique mondiale. L'offensive du Tet. Cette opération, dont la planification avait duré plus d'une année entière et mobilisé des milliers de combattants clandestins à travers tout le Sud-Vietnam, était d'une audace stratégique inouïe qui défigurait tous les précédents historiques. Le plan général, élaboré conjointement par les états-majors du Nord-Vietnam et du Front national de libération, prévoyait des attaques simultanées sur les principales villes du Sud-Vietnam pendant les festivités du Nouvel An traditionnel, moment où les défenses ennemies seraient théoriquement relâchées. Mais Bajin avait négocié pour son armée aux cheveux longs une mission spéciale d'une importance stratégique capitale. S'emparer des centres névralgiques de Saigon, la capitale sud-vietnamienne, et les tenir suffisamment longtemps pour que le monde entier comprenne par l'image télévisée que la guerre était loin d'être gagnée par les Américains malgré leurs proclamations optimistes. La préparation de cette offensive révéla tout le génie organisationnel de Bajin et sa maîtrise consommée de l'art de la guerre clandestine. Pendant des mois, ces combattantes infiltrèrent méthodiquement la capitale sud-vietnamienne, selon un plan d'une minutie digne des plus grandes opérations d'espionnage de l'histoire moderne. Elles s'y installèrent sous des identités parfaitement crédibles, soigneusement construites et documentées. Domestiques dans les quartiers résidentiels riches fréquentés par les officiers américains, vendeuses de fruits sur les marchés populaires qui constituaient les centres nerveux de la vie urbaine, serveuses dans les restaurants et bars fréquentés par les soldats en permission, certaines allant jusqu'à exercer la prostitution dans les établissements de plaisir de la rue Tudo pour approcher au plus près les centres de décision militaires occidentaux. Chacune de ces femmes, malgré son apparence de civile ordinaire, parfaitement intégrée au tissu urbain saïgonais, était en réalité une experte militaire de haut niveau, capable de manier tous les types d'armes disponibles,
de fabriquer des explosifs sophistiqués avec des produits ménagers ordinaires détournés de leur usage, de coordonner des attaques de commando d'une précision chirurgicale. Elle constituait un réseau d'espionnage et de sabotage d'une sophistication technique et humaine que les services de renseignement américains, malgré leurs moyens considérables, ne soupçonnaient même pas. Cette infiltration de la capitale ennemie s'appuyait sur une compréhension sociologique fine de la société urbaine sud-vietnamienne que Ba Jing avait développée au cours d'années d'observation. Elle avait identifié les secteurs d'activité où les femmes étaient à la fois indispensables au fonctionnement de la ville et suffisamment invisibles socialement pour échapper au contrôle de sécurité. Les domestiques, par exemple, avaient accès au domicile des dirigeants politiques et militaires tout en demeurant socialement transparentes. Les prostituées fréquentaient les officiers américains dans l'intimité tout en appartenant à une catégorie sociale que la morale puritaine des Géises les empêchait de prendre au sérieux. Le 30 janvier 1968, pendant que les Vietnamiens de tout le pays célébraient le Nouvel An traditionnel dans une atmosphère de fête qui masquait les préparatifs révolutionnaires, l'offensive se déclencha simultanément dans plus de 100 villes du Sud-Vietnam, selon une coordination d'horlogerie qui stupéfia les observateurs militaires internationaux. Mais c'est à Saigon que l'impact psychologique fut le plus dévastateur et le plus durable. Les combattantes de Ba Jin, surgissant de leur couverture civile avec une synchronisation parfaite, s'emparèrent méthodiquement des symboles du pouvoir sud-vietnamien et américain. L'ambassade des États-Unis, forteresse supposée imprenable au cœur de la capitale, la station de radio nationale qui diffusait la propagande gouvernementale, le palais présidentiel où siégeait le fantoche Nguyen Van Thieu, les principales casernes de l'armée sud-vietnamienne. L'attaque contre l'ambassade américaine, dirigée personnellement par une lieutenant de Ba Jin, répondant au nom de code « Fleur de Lotus », fut d'une audace qui frappa l'imagination mondiale. Pendant plusieurs heures cruciales, le monde entier put voir en direct à la télévision des femmes vietnamiennes en uniforme de combat, leurs longs cheveux noirs flottant sous leurs casques militaires, occuper le symbole même de la puissance américaine au Vietnam. Cette image saisissante balaya instantanément des années de propagande occidentale présentant la guerre du Vietnam comme un conflit idéologique entre démocratie et communisme. Soudain, il devenait évident aux yeux de millions de téléspectateurs que cette guerre était avant tout une révolution nationale et sociale, où des mères de famille ordinaires risquaient leur vie pour chasser les occupants étrangers de leur territoire ancestral. L'opinion publique américaine, déjà ébranlée par les pertes croissantes au Vietnam et les manifestations pacifistes qui se multipliaient sur les campus universitaires, découvrait avec stupeur que l'ennemi avait le visage de femmes qui se battaient pour leurs enfants et leur patrie. Ba Jin dirigea personnellement l'attaque la plus audacieuse de cette journée historique, l'assaut contre le quartier général de l'état-major sud-vietnamien, un complexe militaire fortifié considéré comme imprenable par ses défenseurs. Avec une cinquantaine de ses meilleures combattantes, elle transforma ce qui devait être une opération de sabotage limitée en bataille rangée qui dura plus de 6 heures et mobilisa des milliers de soldats gouvernementaux. Pendant tout ce temps, elle tint en échec des forces gouvernementales pourtant 10 fois supérieures en nombre et bénéficiant de l'appui de blindés et d'hélicoptères de combat américains. Sa tactique, d'une simplicité géniale, consistait à transformer chaque étage du bâtiment en forteresse autonome, obligeant l'ennemi à livrer des combats de rue d'une intensité épuisante dans un environnement urbain qui neutralisait ses avantages technologiques. Quand les renforts américains arrivèrent, finalement, alertés par leurs alliés sud-vietnamiens débordés par la situation, ils découvrirent un spectacle qui marqua à vie les vétérans les plus endurcis. Une cinquantaine de combattantes, pour la plupart des femmes de plus de 40 ans au visage buriné par les épreuves de la vie paysanne, avaient transformé un bâtiment administratif ordinaire en forteresse imprenable d'où elles tenaient tête à une armée moderne. Le plus troublant pour les soldats américains qui participèrent à l'assaut final, c'est que ces femmes,
ne montraient aucun signe de panique ou de désespoir malgré leur situation tactiquement désespérée. Même encerclés et privés de toute possibilité de retraite, coupés de leurs arrières et de tout espoir de renfort, elles continuaient à se battre avec un calme professionnel stupéfiant qui impressionnait leurs adversaires. Plusieurs GIs témoignèrent plus tard dans leur mémoire qu'elles semblaient moins combattre pour survivre individuellement que pour prouver quelque chose d'essentiel au monde entier. Qu'aucune puissance étrangère, fût-elle la plus formidable de la planète, ne pourrait jamais briser la volonté d'un peuple déterminé à reconquérir sa liberté. Leur sacrifice prenait une dimension symbolique qui dépassait largement les enjeux tactiques immédiats de la bataille. Quand les dernières défenseuses furent finalement tuées ou capturées après avoir épuisé toutes leurs munitions, Badjine elle-même avait disparu comme par enchantement. Les soldats américains fouillèrent frénétiquement les décombres du bâtiment ravagé par les combats, persuadés qu'elle devait être morte ou mortellement blessée quelque part dans les ruines fumantes. Ils ne trouvèrent aucune trace de cette femme qui avait terrorisé les plus puissantes armées du monde et bouleversé l'ordre géopolitique mondial. En réalité, Badjine avait orchestré sa propre évasion avec la même minutie machiavélique qu'elle planifiait ses attaques les plus complexes. Déguisée en infirmière de la Croix-Rouge internationale, avec de faux papiers parfaitement imités, elle avait quitté discrètement le bâtiment assiégé au milieu du chaos des blessés, évacués par les services de secours internationaux, profitant de la confusion générale et de l'uniforme respecté par toutes les parties au conflit. Quelques heures plus tard, elle était déjà en route vers ses bases secrètes du delta du Mékong, où l'attendaient anxieusement ses lieutenantes pour analyser les résultats de l'offensive et préparer immédiatement la phase suivante de la guerre révolutionnaire. Car Badjine ne s'accordait jamais le luxe de savourer ses victoires. Chaque succès n'était pour elle qu'une étape vers l'objectif final de libération totale du Vietnam. L'offensive du Tet avait été un échec militaire tactique indéniable. Les forces révolutionnaires n'avaient pu conserver durablement aucun de leurs objectifs territoriaux face à la contre-attaque massive des forces gouvernementales et américaines. Mais elle constituait une victoire stratégique écrasante dont les conséquences allaient dépasser toutes les espérances des planificateurs révolutionnaires. Pour la première fois depuis le début de l'engagement américain au Vietnam, l'opinion publique mondiale comprenait avec une clarté aveuglante que les États-Unis n'étaient pas en train de gagner cette guerre, malgré leurs proclamations optimistes répétées. Et au cœur de cette prise de conscience collective se trouvait l'image inoubliable de ces guerrières aux cheveux longs qui avaient tenu tête pendant des heures à la plus puissante armée du monde, prouvant par leur sacrifice héroïque que la détermination révolutionnaire pouvait suppléer l'infériorité matérielle. Cette démonstration de force morale eut un retentissement international qui dépassa largement les calculs initiaux de Badjine. Les années qui suivirent l'offensive du Tet transformèrent progressivement Badjine d'insurgée clandestine, traquée par tous les services de police en figure historique de dimension internationale, reconnue par ses ennemis eux-mêmes. En avril 1974, dans un Vietnam du Sud agonisant où le régime fantoche de Saïgon ne contrôlait plus que les principales villes, elle fut officiellement promue au grade de général-major par le commandement révolutionnaire unifié, devenant ainsi la première femme de l'histoire vietnamienne millénaire à accéder à ce rang prestigieux dans les forces armées nationales. Cette promotion, célébrée par des festivités discrètes dans les bases libérées du Delta, n'était nullement symbolique ou honorifique. Elle couronnait une carrière militaire d'une efficacité redoutable qui avait contribué de manière décisive à la défaite progressive mais inéluctable de la plus formidable coalition militaire jamais assemblée contre un pays du tiers-monde. Les statistiques établies par l'état-major révolutionnaire étaient éloquentes. Les unités directement dirigées par Badjine avaient infligé proportionnellement plus de pertes humaines et matérielles aux forces ennemies que n'importe quelle autre formation du Viet Cong ou de l'armée nord-vietnamienne. Mais au-delà des chiffres bruts, qui ne rendaient que partiellement compte de son génie militaire,
c'est l'impact psychologique révolutionnaire de son « armée aux cheveux longs » qui avait été stratégiquement déterminant dans l'issue du conflit. En transformant les femmes vietnamiennes traditionnellement soumises en combattantes implacables, Ba Jin avait brisé un tabou social millénaire et révolutionné la nature même de la guerre moderne, ouvrant des perspectives tactiques inédites qui allaient inspirer tous les mouvements de libération ultérieurs. Les conflits qui suivraient la victoire vietnamienne, du Nicaragua sandiniste au Chiapas zapatiste, de la résistance palestinienne aux guerres de Tchétchénie, porteraient tous, à des degrés divers, l'empreinte indélébile des innovations tactiques développées par Ba Jin dans les rizières du delta du Mékong. Son héritage militaire dépassait largement les frontières vietnamiennes pour devenir un patrimoine révolutionnaire mondial. Quand Saigon tomba finalement le 30 avril 1975 sous l'assaut coordonné des forces révolutionnaires qui avaient encerclé méthodiquement la capitale fantoche, Ba Jin dirigea personnellement les derniers combats pour la libération de cette ville symbole. Les images télévisées de cette femme de 55 ans, arme au poing et cheveux gris flottant sous son casque militaire, parcourant d'un pas décidé les rues de la ville conquise au milieu de ses combattantes victorieuses, marquèrent symboliquement la fin d'une époque douloureuse et l'avènement tant espéré d'un Vietnam unifié et indépendant. Dans le Vietnam pacifié de l'après-guerre, Ba Jin ne se contenta jamais de savourer passivement sa victoire militaire historique. Avec la même énergie inlassable qu'elle avait consacrée à la lutte armée, elle dédia les dernières décennies de son existence à la reconstruction matérielle et morale du pays dévasté par 30 années de guerre continue, ainsi qu'à la défense acharnée des droits des femmes vietnamiennes dans une société qui tendait à oublier leurs sacrifices révolutionnaires. Vice-présidente du Conseil d'État vietnamien, poste qu'elle occupa avec une autorité respectée par tous les dirigeants masculins du parti, présidente de l'Union des femmes du Vietnam qu'elle transforma en puissante organisation de défense des intérêts féminins, elle lutta inlassablement pour que les sacrifices héroïques de ces guerrières aux cheveux longs ne soient pas occultés par une histoire officielle qui tendait à privilégier les faits d'armes masculins selon les schémas traditionnels. Elle mourut paisiblement le 26 août 1992 dans sa modeste maison de Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, rebaptisée en l'honneur du père de l'indépendance, entourée affectueusement de ses anciennes combattantes devenues grand-mères et arrière-grand-mères. Son décès, à l'âge de 72 ans, provoqua un émoi considérable non seulement au Vietnam où elle était vénérée comme une héroïne nationale, mais aussi dans le monde entier où sa renommée avait largement débordé les cercles militaires spécialisés. Des dirigeants de dizaines de pays, des généraux retraités, des révolutionnaires historiques, des féministes internationales vinrent spécialement rendre hommage à Hanoï, à cette femme exceptionnelle qui avait changé le cours de l'histoire contemporaine par la seule force de sa volonté et de son génie organisationnel. Mais ce qui troubla le plus les observateurs internationaux présents lors de ces funérailles nationales, ce furent les témoignages spontanés recueillis auprès d'anciens soldats américains qui avaient fait le voyage depuis les États-Unis pour saluer une dernière fois leur ancien ennemi. L'un d'eux, un vétéran du Vietnam devenu ensuite général de brigade dans l'armée américaine et décoré de la Purple Heart pour ses blessures de guerre, déclara dans un discours qui fit sensation. « Cette femme extraordinaire nous a appris, au prix de notre propre sang, que nous ne combattions pas des terroristes fanatiques, mais un peuple entier qui se battait légitimement pour sa liberté et sa dignité. Elle a changé notre façon de concevoir la guerre et elle a probablement sauvé des milliers de vies américaines et vietnamiennes en nous forçant à comprendre que cette guerre ne pouvait pas être gagnée par la force brute. » Les archives militaires américaines déclassifiées massivement dans les années qui suivirent sa disparition révélèrent l'ampleur stupéfiante de l'obsession que Ba Jin avait suscitée au sein de l'état-major américain pendant toute la durée du conflit. Des dizaines de rapports secrets ultra-confidentiels la concernant personnellement furent rendus publics.
détaillant minutieusement les tentatives désespérées et finalement vaines des services de renseignement occidentaux pour comprendre, neutraliser ou simplement localiser cet adversaire insaisissable qui déjouait tous leurs plans. L'un de ces documents déclassifiés, particulièrement troublant par ce qu'il révélait des méthodes envisagées, attestait qu'en 1967, la CIA avait sérieusement étudié la possibilité de l'assassiner en empoisonnant massivement l'eau des villages où elle était susceptible de se cacher selon leurs informateurs. Ce projet d'une immoralité révoltante fut finalement abandonné, non pas pour des raisons éthiques qui n'entraient guère en ligne de compte dans ce type d'opération clandestine, mais parce que les analystes psychologiques américains estimaient avec justesse que sa mort violente ferait automatiquement d'elle une martyre révolutionnaire et décuplerait l'efficacité combative de ses disciples fanatiques. C'est un autre rapport top secret, daté de 1969 et rédigé par les meilleurs experts militaires du Pentagone, analysait avec une fascination teintée d'admiration professionnelle les méthodes d'entraînement révolutionnaire de l'armée aux cheveux longs. Les spécialistes américains en guerre psychologique y reconnaissaient avec une honnêteté remarquable avoir dramatiquement sous-estimé l'innovation tactique représentée par ces unités entièrement féminines qui bouleversaient tous les modèles stratégiques occidentaux. Le document concluait avec une admiration matinée d'effroi qui en disait long sur l'impact de Ba Jin sur ses ennemis professionnels. Nguyen Thi Jin a littéralement réinventé la guerre de guérilla moderne en exploitant des ressources psychologiques et culturelles que nous n'avions jamais imaginé pouvoir être militarisées avec une telle efficacité. Elle a transformé la maternité vietnamienne traditionnelle en arme stratégique de destruction massive plus redoutable que nos bombardements les plus intensifs. Ce qui rendait Ba Jin si terrifiante aux yeux de ses ennemis occidentaux, c'était précisément cette capacité diabolique à transformer l'amour maternel, sentiment universel, considéré comme la quintessence de la douceur féminine, en force révolutionnaire destructrice d'une efficacité militaire inégalée. Elle avait intuitivement compris que dans une société patriarcale rigide, voir des femmes prendre les armes et diriger des hommes au combat provoquait chez les soldats masculins un traumatisme psychologique beaucoup plus profond et durable que la simple peur rationnelle de mourir au combat. Elle avait fait de la culpabilité masculine, sentiment profondément enraciné dans toutes les cultures traditionnelles, une arme de guerre d'une redoutable efficacité qui ne coûtait rien en munitions ni en équipements sophistiqués, mais s'avérait plus dévastatrice que les bombardements massifs au napalm. Mais le plus troublant dans l'héritage historique complexe de Ba Jin, c'est que ces innovations tactiques révolutionnaires continuèrent à inspirer et à structurer des mouvements révolutionnaires dans le monde entier, longtemps après sa disparition physique. En Amérique latine, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, des femmes déterminées étudièrent méthodiquement ces méthodes et les adaptèrent créativement à leur propre contexte culturel spécifique, perpétuant ainsi son influence révolutionnaire bien au-delà des frontières vietnamiennes. L'armée aux cheveux longs était devenue un modèle exportable et adaptable de résistance féminine qui transcendait les clivages idéologiques et géographiques pour s'imposer comme une référence universelle des mouvements de libération du XXe siècle. Son impact dépassait largement le cadre militaire pour influencer profondément la condition féminine dans de nombreuses sociétés traditionnelles. Les historiens militaires contemporains les plus respectés considèrent aujourd'hui unanimement que Ba Jin fut l'une des innovatrices tactiques les plus importantes et les plus influentes du XXe siècle, au même niveau de reconnaissance que des figures légendaires comme Mao Zedong ou Che Guevara. Au même titre que ces révolutionnaires masculins universellement célébrés, elle révolutionna l'art de la guerre en intégrant des dimensions psychologiques, sociologiques et anthropologiques que les stratèges militaires classiques formés dans les académies occidentales avaient systématiquement ignorées ou sous-estimées. Pourtant, malgré son importance historique absolument indéniable et son influence durable sur l'évolution des conflits contemporains,
Ba Jin demeure encore largement méconnue du grand public occidental, occultée par une historiographie qui privilégie traditionnellement les figures masculines. Ses mémoires personnelles, publiées en 1976 sous le titre évocateur No Other Road to Take, ne furent traduites qu'en quelques langues et restèrent confinées aux cercles académiques spécialisés. Les documentaires qui lui furent consacrés par des réalisateurs indépendants restèrent confidentiels, diffusés uniquement dans des festivals de cinéma militants ou sur des chaînes culturelles à audience restreinte. Comme si le monde occidental préférait inconsciemment oublier cette femme dérangeante qui avait mis à nu les faiblesses profondes de sa conception traditionnelle de la guerre et de la masculinité, remettant en cause des siècles de certitudes stratégiques et sociologiques. Son exemple démontrait de manière éclatante que la supériorité technologique et la puissance de feu, fondement de la doctrine militaire occidentale depuis la révolution industrielle, pouvaient être neutralisées par l'intelligence tactique et la détermination révolutionnaire. Au Vietnam même, l'héritage de Ba Jin suscite encore aujourd'hui des sentiments ambivalents qui reflètent les contradictions d'une société en mutation accélérée. Héroïne nationale incontestée, célébrée par les manuels scolaires officiels et commémorée par de nombreux monuments, elle demeure simultanément le symbole gênant d'une époque de violence extrême et de sacrifices surhumains que beaucoup de Vietnamiens contemporains préfèrent reléguer dans un passé révolu. Les jeunes Vietnamiennes d'aujourd'hui, qui grandissent dans un pays en paix durable et en pleine croissance économique, baignés dans une culture de consommation mondialisée qui valorise la réussite individuelle et le confort matériel, ont parfois du mal à comprendre les motivations profondes de cette femme qui sacrifia volontairement tout bonheur personnel à l'idéal révolutionnaire. Elles admirent son courage historique tout en se sentant culturellement éloignées de ses choix existentiels radicaux. Mais dans les villages reculés du delta du Mékong, là où tout a commencé il y a plus d'un demi-siècle, la mémoire vivante de Ba Jin reste extraordinairement prégnante et active. Les anciennes combattantes de l'armée aux cheveux longs, désormais octogénaires, aux cheveux blancs, mais au regard encore étincelant de fierté, continuent religieusement à se rassembler chaque année le 15 janvier pour commémorer l'insurrection historique de Ben Tre qui changea le destin du Vietnam. Dans ces réunions émouvantes où se mélangent nostalgie révolutionnaire et douleur des souvenirs traumatiques, elles racontent inlassablement aux plus jeunes les exploits légendaires de celles qu'elles appellent encore, avec un respect religieux, Mère Jin. Leurs voix tremblantes d'émotion font revivre cette époque héroïque, où l'amour de la patrie transformait des mères de famille ordinaires en guerrières implacables, capables de défier les plus grandes puissances mondiales. Ces femmes âgées, qui portent encore dans leur chair et leur mémoire les cicatrices physiques et psychologiques indélébiles de la guerre, constituent les ultimes témoins directs d'une époque où l'idéal révolutionnaire pouvait sublimer toutes les souffrances individuelles. Quand elles disparaîtront définitivement dans les prochaines années, emporteront-elles avec elles les secrets de cette alchimie mystérieuse qui permit à Ba Jin de forger l'une des armées les plus efficaces et les plus redoutées de l'histoire militaire moderne. L'une d'entre elles, Madame Le Thi Mai, aujourd'hui âgée de 87 ans et dernière survivante connue du premier cercle des lieutenantes de Ba Jin, raconte encore avec des trémolos d'émotion dans la voix sa première rencontre décisive avec la future générale en 1960. Elle n'était pas particulièrement grande, pas physiquement impressionnante comme on pourrait l'imaginer pour une légende militaire, mais quand elle prenait la parole devant nous, on avait l'impression bouleversante qu'elle portait en elle toute la souffrance accumulée de toutes les femmes vietnamiennes depuis des générations. Elle nous disait avec une intensité qui nous électrisait: mes chères sœurs, nous avons été humiliés et opprimés assez longtemps par les hommes et les étrangers. Le moment historique est enfin venu de montrer au monde entier ce dont sont réellement capables les femmes quand elles n'ont plus rien à perdre et tout à gagner. Cette phrase prophétique résume peut-être mieux que tous les rapports militaires savants l'essence du génie révolutionnaire de Ba Jin.
Elle avait intuitivement compris que la révolution la plus puissante et la plus durable n'est jamais celle qui naît d'une idéologie abstraite imposée de l'extérieur, mais celle qui surgit spontanément de la douleur existentielle, transformée en rage créatrice et en espoir collectif. Elle avait fait des femmes individuellement brisées par l'oppression séculaire les instruments conscients et volontaires de leur propre libération historique. Aujourd'hui encore, quand on parcourt lentement les routes poussiéreuses et les canaux paisibles du delta du Mékong, en quête des traces de cette époque révolutionnaire, on peut encore croiser par hasard d'anciennes combattantes de l'armée aux cheveux longs qui ont repris depuis longtemps une vie civile normale. Elles sont redevenues grand-mères attentives qui gâtent leurs petits-enfants, commerçantes prospères qui tiennent des échoppes florissantes sur les marchés locaux, fonctionnaires retraités qui cultivent leurs jardins en philosophant sur les mutations de leur pays. Mais dans leur regard subsiste parfois une lueur particulière, comme l'écho lointain mais indestructible d'une époque extraordinaire où elles avaient tenu entre leurs mains calleuses le destin de leur patrie et l'avenir de leurs enfants. Cette flamme intérieure, que les années n'ont jamais réussi à éteindre complètement, témoigne de la grandeur de l'aventure humaine qu'elles ont vécue sous la direction charismatique de Bajin. Car c'est peut-être cela, au fond, le véritable héritage intemporel de cette femme exceptionnelle. Avoir prouvé de manière éclatante que l'histoire peut basculer définitivement quand ceux qu'on croit les plus faibles et les plus résignés décident collectivement de ne plus accepter l'inacceptable. Elle avait transformé l'invisibilité sociale forcée des femmes vietnamiennes en force militaire et politique décisive. Elle avait fait de leur prétendue faiblesse physique leur arme psychologique la plus redoutable contre les oppresseurs de tous bords. Son exemple transcende largement le contexte spécifique de la guerre du Vietnam pour s'imposer comme un modèle universel de résistance à l'oppression. Dans un monde contemporain où les inégalités sociales se creusent et où les femmes luttent encore pour faire reconnaître leurs droits fondamentaux, l'héritage de Bajin conserve une actualité brûlante qui dépasse les frontières géographiques et temporelles. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette femme absolument extraordinaire qui a changé le cours de l'histoire mondiale ? Croyez-vous sincèrement que tout ce que nous venons de découvrir ensemble s'est réellement passé selon ces modalités stupéfiantes ? Cette histoire incroyable mais authentique vous a-t-elle fait frissonner autant que moi quand j'ai découvert pour la première fois l'ampleur véritable du génie militaire et politique de Bajin ? N'hésitez surtout pas à partager toutes vos réflexions et émotions dans les commentaires, à vous abonner immédiatement à la chaîne si cette histoire extraordinaire vous a captivé et bouleversé, et à partager massivement cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont passionnés par ces destins exceptionnels qui ont littéralement changé le cours de l'histoire humaine contre toute attente. Car au final, l'histoire véridique de Nguyen Thi Dinh nous rappelle une vérité universelle trop souvent oubliée. Les révolutions les plus profondes et les plus durables ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit médiatique ou qui mobilisent les moyens les plus spectaculaires. Parfois, elles avancent en silence, portées discrètement par des femmes aux cheveux longs qui transforment alchimiquement leur douleur personnelle en espoir collectif, leur colère légitime en stratégie révolutionnaire, et leur amour maternel en arme de guerre implacable. Et quand l'histoire retient enfin son souffle pour écouter attentivement leur voix trop longtemps étouffée, le monde entier découvre avec stupéfaction qu'il a changé pour toujours, transformé à jamais par la volonté indomptable de ces femmes exceptionnelles qui refusent de se résigner à l'injustice.